Parfait. Bah, écoutez, bienvenue à tous sur ce live Classroom. Nous allons être ensemble pour à peu près 1 heure aujourd'hui. Je suis Florian Berthelot, donc de société F3DF, et je suis responsable du pôle industrie. Nous sommes dans le cadre toujours des lives quotidiens, dans le cadre d'une période exceptionnelle de confinement. Ceux qui nous suivent donc tous les jours pour parler conception, pour parler impression 3D et de nombreux sujets liés à l'innovation 3D. Aujourd'hui, je reçois Loïc Barroso, donc société Volumic 3D. Bonjour Loïc, bienvenue en tout cas pour ce live. Bonjour Florian, Donc, merci. merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes dans le cadre du cycle, notre fameux Tour de France en live hein. On ne peut pas le faire en vrai, mais en tout cas, on vous propose d'aller directement à la rencontre des fabricants, ce qu'on a appelé nous nos champions français de l'impression 3D, de manière à pouvoir pallier un petit peu à l'annulation de tous ces salons professionnels et aussi en connaître davantage sur l'impression 3D. Nous avons pas mal voyagé ces derniers temps. Nous étions en Normandie avec le fabricant français de consommables filaments, avec donc Francophile. Nous sommes partis ici au Pays Basque rencontrer Lynxter. Nous étions il n'y a pas si longtemps à Nantes avec nos amis de Nantais Kimia. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on part au soleil avec Loïc qui est à Nice, donc, qui représente le fabricant français Volumic 3D. Alors, en ce moment, on entend beaucoup parler de Volumic 3D dans nos lives, dans l'actualité. C'est vrai que vous êtes parmi les industriels actifs dans la lutte contre le Covid et aussi pour la préparation de la reprise d'activité, mais pas seulement. On en parlera, je te poserai des questions là-dessus. On voyait passer des messages, vous êtes à l'Elysée, vous êtes à Las Vegas, vous êtes un peu partout. Et c'est avec un grand plaisir que l'impression 3D Made in France a une telle aura aujourd'hui. Et vous en faites aussi partie de cette grande famille de l'impression 3D en France. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous inviter pour vous connaître davantage, qu'on puisse comprendre comment une entreprise française peut faire face à des géants américains et comment on peut se distinguer avec l'innovation technologique. Et comprendre aussi quelle est votre actualité, qu'est-ce que nous réserve aussi cette année d'innovation. Donc, on va partager ce temps avec une présentation, vous puissiez tous connaître et comprendre l'activité de cette entreprise, donc Volumic 3D. Et on gardera un temps important de questions et d'échanges en fin de propos. Je vous invite bien sûr à utiliser la zone de chat ou à ouvrir vos micros en fin de propos pour pouvoir échanger directement avec notre invité. Je vous propose de commencer. Donc avant de gérer, de vous nous retrouver pour la partie questions. Donc Loïc, je vais te laisser la parole. Merci de t'être libéré pour cette entrevue particulière voilà. Et du coup, je te laisse te présenter et puis enchaîner. Peut-être je viendrai interrompre avec quelques questions pour répondre à notre curiosité. C'est gentil, merci, merci Florian, merci pour tout ce que tu as dit. Ça nous touche vraiment. Alors, qui sommes-nous? Volumic 3D, c'est une société qui conçoit et fabrique des imprimantes professionnelles, des imprimantes sur la technologie FDM, dépôt de filaments plastiques. Nous, notre société et nos deux cofondateurs, M. Malocena et M. Lupino, ont maintenant un petit peu plus de 20 ans d'expérience dans la 3D et dans l'ingénierie mécanique, et sont lancés comme défi il y a de cela maintenant 7 ans, de se dire tiens, on est féru de nouvelles technologies, on voit que l'impression 3D, il y a des choses qui se démocratisent un peu, qu'on voit en tout cas passer, pourquoi pas essayer, voir un peu ce que c'est. Ils se sont équipés d'une petite machine, petite RepRap, et ils sont aperçus qu'il y avait énormément de défauts. Donc ça, c'est un peu ce que voilà, c'est un peu le constat qu'il y a eu en 2012-2013, c'est-à-dire que c'était très long à imprimer. Il y avait à l'époque que quelques matières, hein, on se situait entre 3 et 5 matières polymères imprimables, et les qualités de précision laissaient vraiment à désirer.
Donc, de cela, ils se sont dit, mais tiens, il n'y a personne en France. C'était très, enfin, en tout cas, il y avait un peu de brainstorming, mais qui ne se diffusait pas encore vraiment sur la toile parce que chacun ne connaissait pas forcément cette technologie-là. En tout cas, ne la maîtrisait pas. Et du coup, ben, ils se sont dit, pourquoi pas s'y mettre et faire mieux. Et c'est de fil en aiguille ce qui s'est passé. De 2012 à 2013, de 2013 à 2014, ça a été de la R&D. Plus de 2 ans de R&D pour à chaque fois construire une machine qui soit plus précise, plus rapide. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, d'une première machine, ils en ont créé une deuxième. Cette machine étant plus performante, leur a permis d'imprimer des pièces pour des machines futures qui sont encore plus précises, donc avec des tolérances plus fines, etc. etc. Et aujourd'hui, chez Volumic, on cultive et on continue dans cette orientation-là. C'est-à-dire on produit des machines avec nos propres machines. L'exemple des dernières générations de machines, on en parlera un petit peu après, beaucoup de pièces, plus de 50% des pièces que compose la machine sont elles-mêmes imprimées 3D. Ce qui fait que déjà, on va utiliser des matières plus nobles et plus résistantes qui vont tenir dans le temps, mais on va surtout imprimer ces matières-là et ces pièces-là parce qu'on sait qu'aujourd'hui, elles ont vocation à être résistantes mécaniquement. On ne parle plus des plastiques d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, où on les dénigrait d'ailleurs. On se disait, oh, tiens, l'ABS, bon, ça pollue, etc. C'est toujours le cas. Maintenant, on a des matières qui sont de bons substituts. Typiquement, tenez, voilà, petit exemple, des plastiques de bouteilles d'eau avec des matières qui sont recyclables. On a des résistances mécaniques qui sont proches de l'ABS. Donc là, sans rentrer trop dans la technique, c'est surtout pour dire le fait d'imprimer des pièces sur nos machines, ça va permettre de pouvoir intervenir rapidement si on a une pièce qui casse. C'est surtout aussi de faire des pièces qui vont durer dans le temps. C'est notre volonté. On a des pièces qui vont servir pour la partie guidage, pour la partie électronique. Et tout ça, ça permet de faire du sur-mesure. Quand on voit qu'aujourd'hui, produire une imprimante en France, ça a quand même des coûts assez conséquents. Chaque constructeur français pourra nous le confirmer. On sait bien que les coûts de production et le coût salarial, les charges, etc., ne sont pas les mêmes que dans des pays étrangers. On essaie de se battre sur d'autres critères. Nous, notre critère principal a été justement de pouvoir avoir une machine haute qualité. Haute qualité, que ce soit dans sa conception, dans sa fabrication. Tout est conçu, fabriqué à Nice, dans nos ateliers. Bon là, je suis un peu noir, mais en fait, c'est juste le soleil et la lumière des vitres qui le reflètent mal. C'est vrai qu'il fait beau en ce moment. Mais sinon, voilà, c'est d'aller dans cette idée-là, d'écouter les clients. C'est hyper important. Nous, on a des imprimantes qu'on ne vend pas à tour de bras. Ce n'est pas notre volonté d'ailleurs. On vend du sur-mesure. On vend des machines qui répondent aux besoins du marché pour les industriels et pour les professionnels. Alors, pour vous présenter un peu plus les machines et ce qu'elles sont capables, et ce qu'elles vont offrir en termes de capacité matière. Vous avez un bel exemple ici qui est non exhaustif en termes de présentation. Aujourd'hui, on imprime plus de 50 matériaux sur une seule machine. Ça, c'est notre grande force. C'est une des 3 grandes forces que l'on a. C'est-à-dire d'imprimer des matières biodégradables, recyclables, des matières chargées, fibrées, à base, aujourd'hui, on voit de nouvelles matières, moi que j'appelle un peu exotiques, c'est-à-dire à base de bois, de bronze, de pierre, de cuivre, de laiton, donc des métaux. On a toujours une base de polymère, on ne change pas, c'est toujours d'ailleurs ce qui est fondu. Par contre, on va incorporer une certaine teneur et on va pouvoir faire des pièces design, des pièces résistantes, des pièces qui vont servir et qui vont vieillir dans le temps. L'exemple de musées d'architectes sont très férus de ce type de pièces-là. Puis après, quand on parle vers des industriels, de l'aéronautique, de l'automobile, de l'aérospatiale, de la recherche, des CNRS, des CEA, ça va être beaucoup plus tourné vers des matières résistantes qui répondent à un cahier des charges un peu plus complet et complexe. Résistance à l'élongation, résistance variation thermique, résistance à la traction, flexion, torsion. Donc tout ça, à l'humidité, aux UV, tout ça, il y a encore quelques années, ça n'existait pas. On avait, pour vous dire, il y a à peine 3 ans, on avait une vingtaine de matières, donc plus de 50, aujourd'hui on est presque à 60 d'ailleurs,
plus de 50, c'est énorme. Quand on voit de la fibre de carbone, de la fibre de Kevlar, on peut faire des gilets pare-balles en soi. Du nylon, de la fibre de verre. Voilà, j'ai pris une petite pièce. Voilà, on peut faire un mousqueton en fibre de verre. Ça, avant de le casser, je peux y aller. Je ne vais pas tracter une voiture avec, mais je vais quand même avoir quelque chose d'intéressant. Derrière, on a des applications. Et ces applications-là, c'est ce que je vous disais en termes de secteur d'activité, vont chacun répondre aux besoins du secteur d'activité. Dans le médical, par exemple, on va faire beaucoup d'orthèses ou de prothèses. Aujourd'hui, on a des matières qui sont agréées contact alimentaire ou contact peau, des matières médicales. C'est intéressant de se dire, en FDM, on est capable de faire ça parce que même nous, ça nous surprend. Il y a encore quelques années, c'était non, c'est du plastique. Nous, on va rester dans l'injection, on va rester dans de l'usinage. Aujourd'hui, on a une technologie, que ce soit le FDM, comme le SLA, comme d'autres technologies, le frittage de poudre par exemple, toutes ces technologies de la fabrication additive, on voit que il n'y a pas réellement de concurrence. La concurrence, ça va plus se faire sur une gamme de machines de la même technologie exacte, de FDM par exemple. Mais quand on voit aujourd'hui le SLA, le FDM, on est très complémentaires. Quand on voit aujourd'hui l'usinage, qui est hyper important pour les sociétés, et le FDM ou d'autres technologies de la fabrication additive sont complémentaires. Nous, on fait des choses que vont avoir des difficultés à faire l'usinage ou l'injection en plastique, la rapidité, le fait de faire des petites séries. Si je veux faire de l'injection plastique, on est bien d'accord que le moule va me coûter cher et qu'il va falloir l'amortir. Donc, ce n'est pas en faisant une dizaine ou une centaine de pièces, des pièces sur mesure, que je vais pouvoir arriver à trouver un bon compromis. Donc, on est un peu dans cette eau-là, c'est-à-dire on a un début et on a une fin, comme toute technologie. Le début, ça va être un besoin. On a un besoin, on veut faire du prototypage, on veut faire de l'outillage, on veut faire les exemples donc, que vous avez, des pièces de remplacement, voire de la petite production. En ce moment, j'en parlerai un peu plus tard avec ce qui se passe à l'échelle planétaire. Bon, d'où on va se centrer tout de même en France parce qu'on n'est pas si géant que ça. On est français et on est quand même encore une structure à taille humaine et on souhaite le rester, en tout cas continuer à cultiver ça le plus longtemps possible. Je pense que c'est une des choses qui font aussi notre force, c'est l'accompagnement et le suivi de nos clients. Derrière, donc oui, j'en ai un petit peu déjà parlé. Quels sont nos critères différenciants? Bon, déjà, on est français. Je vous l'ai dit, on n'a pas les mêmes coûts de fabrication que des pays étrangers. Après, on a des valeurs fortes. Des valeurs fortes, c'est-à-dire un savoir-faire, c'est-à-dire une rigueur de travail. Toutes nos machines sont conçues, fabriquées ici, à Nice. Notre SAV est également ici, à Nice. On a des partenaires qui sont formés par nos soins. F3DF en fait partie et d'ailleurs même en ce moment c'est un petit peu l'inverse puisqu'ils nous forment aussi à l'impression 3D, à la modélisation, à l'utilisation des logiciels et tout ce réseau qu'il y a en France aujourd'hui de partenaires, parce que nous au final on n'est que fabricants, hein. Derrière on a les fournisseurs qui vont nous apporter la matière première, on a les centres de R&D qui vont pouvoir éprouver chaque matière et se dire bah, tiens est-ce que c'est intéressant pertinent de l'intégrer. On a les partenaires, tous secteurs confondus, qui vont être, comme F3DF, orientés vers de la formation, de l'information et de la formation. D'autres qui vont pouvoir aussi proposer des solutions où ça va être peut-être de l'audit aussi de société. En ce moment, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Il y a un marché qui se densifie. Il y a une maturité du marché sur la fabrication additive. Aujourd'hui, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez un petit peu de quoi on parle sur l'impression 3D, ou alors que vous avez des imprimantes ou que vous avez déjà des objets 3D. Maintenant, il y a une considération, et on le voit aussi avec l'histoire du Covid, considération de la 3D qui évolue. Mais qui évolue d'ailleurs très vite. Même nous, on s'est fait dépasser. Je vous donne un petit chiffre comme ça. On a repris notre production. On l'a repris lentement parce qu'il faut quand même mettre tout le nécessaire au niveau sanitaire pour la sécurité des salariés au bureau. Mais on a eu énormément de commandes, ce qui est assez étonnant et que on n'aurait jamais pensé. Nous, on s'est dit, bah voilà, quand on nous a confinés, comme tout le monde,
on va faire du travail pour ceux qui peuvent, et puis pour les autres, l'aventure va être mise en stand-by. Et puis là, très rapidement, en même pas 2 semaines, on nous contacte, on nous appelle, on veut des matières premières, on aimerait avoir d'autres imprimantes, des clients déjà équipés qui en veulent d'autres. Enfin, c'est assez fou ce qu'on vit en ce moment. Je parle en toute franchise, mais c'est vrai qu'il y a, là, on le voit nous, mais on en discute avec nos partenaires et aussi nos confrères. En ce moment, il y a d'ailleurs une belle solidarité qui se met en place. Espérons que ça dure aussi dans le temps et qu'on puisse tisser des liens. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, pardon, il faut que je puisse passer aussi. Mais voilà, en tout cas, ça me tenait à cœur de vous parler de ça. Donc, nos 3 critères, on va dire importants, c'est les matériaux, je vous en ai parlé, la précision. Aujourd'hui, dans le FDM, qu'est-ce qu'on recherche? C'est de faire une pièce qui ne soit pas uniquement destinée au prototypage, qui ne soit pas juste du visuel. Mais quand on parle de visuel, il faut quand même qu'elle soit esthétique, qu'elle soit jolie. Et donc, qui dit jolie, dit un dépôt de couche déjà qui soit plus qualitatif, mais aussi, alors, qui est un petit peu plus technique, c'est une répétabilité dans le travail de la machine. Je vous prends un exemple en tant que Français, et on essaie de cultiver au maximum notre côté Made in France. On a une grande partie des pièces qui composent la machine qui sont issues français et européens. Typiquement, les châssis, c'est des châssis type aéronautique, aluminium, c'est très rigide, c'est lourd, c'est voulu, c'est pour encaisser les vibrations. Rien que cet exemple, ça a été notre premier axe de développement. Ça nous permet de bien rigidifier l'ensemble de l'enceinte de l'imprimante. Et après, c'est les axes, c'est les moteurs qui vont jouer le rôle de précision de déplacement. Mais si on n'a pas une imprimante qui est totalement bien structurée de son enveloppe, qui est rigidifiée, qui encaisse les vibrations, on ne va pas avoir d'excellente impression, surtout quand on va à de grande vitesse. Ça, j'en viens juste après. Donc, il y a ce critère-là. On utilise du double axage sur chacune de nos machines. Et sur les dernières générations, c'est même du triple axage. Des moteurs au couple ventilé. Donc là, on est sur un grade plus fort en termes de qualité. Tout ceci, c'est pour arriver à parler en micron et à parler en micron unique. C'est que là, on est capable d'avoir des pièces qui sont semblables à de l'injection plastique. Je vous prends un petit exemple là, que j'ai pris. Alors, c'est vrai que là, comme c'est sombre, on va peut-être pas bien voir. Voilà, cette pièce-là, elle est imprimée en qualité 100 microns. Je pense que vous le voyez un peu avec la lumière. Elle est imprimée en 100 microns. Et ben, on a un état de surface qui est très lisse. Alors, c'est la machine qui est capable de ça, mais c'est aussi la matière. Il ne faut pas se dire que c'est que le fabricant qui a des machines super. C'est aussi les matières qui évoluent, les partenaires qui proposent des qualités de plus en plus fortes. C'est la volonté du marché et des clients. Donc, on en vient à arriver à avoir, en alliant machine, sa construction, les matières utilisées, le procédé de fabrication aussi. Hein, il faut quand même se rappeler que c'est une technologie qui est technique. C'est pas tout le monde en se disant je vais acheter une imprimante, c'est pas comme une imprimante papier, j'appuie sur un bouton, je choisis la couleur et je choisis la vitesse. Là aujourd'hui, on ne voit sur le PowerPoint, du coup, vous voyez bien, je vois les petites questions à côté, vous voyez bien je pense la pièce à gauche qui est blanche au milieu, qui a un état de surface plutôt joli. Donc pour dire tout ceci, voilà, après c'est aussi la vitesse, c'est de gagner en productivité. Quand on a des imprimantes 3D de bureau, c'est le format que l'on propose, c'est des imprimantes qui doivent aussi dépoter. On fait du prototypage, certes, mais si un jour on a un besoin un peu plus pressant, on veut faire des dizaines, des centaines d'exemplaires, il faut que je puisse intervenir rapidement. Donc, c'est d'allier ces 3 paramètres, matériaux, précision et vitesse, dans une seule machine. Et au fur et à mesure des années, des évolutions de machines, aujourd'hui on en est à la 4e génération de nos machines, on densifie ces choses-là, tout en incorporant, et on va le voir après, des fonctionnalités, un aspect ergonomie utilisateur et autonomie machine que recherchent les clients. Je vais le passer puisqu'on en a un peu parlé. Donc oui, pour situer un petit peu les choses, voilà, on a vendu un peu plus de 1300 machines en 4 ans. On a un parc d'un peu plus de 1000 clients. On distribue essentiellement en France. On a un réseau français d'une trentaine de partenaires et on commence à équiper un peu l'étranger. En ce moment, on a entamé en 2019 une démarche avec le Maroc, la Tunisie, la Belgique et la Suisse. Et là, on souhaite aller un petit peu plus loin dans cette démarche. On en parlera un petit peu après.
pour vous donner voilà, une idée un peu client et application. Application, je vais vous les montrer juste après. De ceux que je peux citer, vous en avez quelques exemples ici. Ceux qui font partie de nos plus gros clients et qui nous font très confiance et qui cultivent les valeurs que l'on propose. Il y a l'exemple de PSA. PSA, en France, on équipe aujourd'hui 8 centres, ce qui est tout de même beaucoup. C'est un de nos plus gros clients. Decathlon, aujourd'hui, ils font pas mal de R&D. Les CNRS, on a plus d'une cinquantaine de CNRS aujourd'hui équipés. L'Institut de radioprotection de la sûreté nucléaire, ils utilisent des machines qui vont partir pour certaines des pièces réalisées dans des niveaux de sécurité élevés. Éventuellement, je ne sais pas dans le détail, hein, ça c'est un peu secret, mais qui peuvent être équipés pour des pièces de remplacement, d'outillage. Voilà. On n'est plus dans ces applications-là, dans ces métiers-là, dans du prototype pur. On en fait tous les jours, bien sûr, mais on va commencer à entamer une démarche on va s'équiper d'un parc machine, donc si, admettons, c'est volumique ou d'autres technologies également complémentaires, mais d'un parc machine pour se dire, voilà, j'ai une machine qui va être dédiée à faire que du prototype, et après, j'ai peut-être 3-4 machines qui vont me servir à dépoter au quotidien. Alors, pour vous montrer quelques applications un peu concrètes, là, vous avez l'exemple, voilà, vous avez quelques petits exemples que je peux vous citer. Chez Evian, on avait inauguré avec eux leur nouveau centre de tri. Alors, je dis nouveau, mais ça date d'il y a un peu plus d'un an déjà. Le temps passe vite. C'est de montrer un petit peu ce que le plastique, le polymère, est quand même pour certains assez noble. On peut recycler des matières, typiquement le PET, comme je vous disais au début. Avec l'Observatoire de la Côte d'Azur, avec qui on est très proche vu qu'on est de Nice, eux mènent énormément de R&D. De R&D grâce à l'impression 3D. Alors, ils ont équipé un des plus grands télescopes au Chili, le VLT, qui a subi des petites modifications, des ajouts. Donc là, toutes les petites pièces là, que vous voyez bleu, vert, blanc, c'est des pièces imprimées qui servent dans un système de banc optique. Je vous laisse imaginer un télescope, il est disposé un peu en plein air, hein, en soi. À l'intérieur, on ne régule pas la température, en tout cas pas comme on voudrait. Donc, ces pièces-là, il faut qu'elles soient imprimées déjà avec de très bonnes tolérances, parce que là, on a des pièces, alors soit qui servent d'entretoise, ou des pièces qui vont servir pour des supports optiques ou de miroirs. La seule chose, c'est que quand on fait ça, et qu'on a un télescope qui est laissé en pleine nature, c'est assez intéressant, c'est qu'on a des variations de température dans la journée. Le soir, il peut très bien faire au Chili, alors je ne connais pas trop les températures, je vous donne un exemple comme ça, on peut très bien varier dans la journée de plus de 20 degrés d'écart. Ce qui veut dire que, comme dans toute technologie, quand j'ai une pièce, elle va avoir ce qu'on appelle une variation d'élongation à la variation. Oula, une élongation à la variation de température. Ce qu'il faut là, dans ce cas précis, c'est avoir le moins de variations possible. Donc, choisir une matière qui sera le plus stable possible, avec des variations de température. Et là, en l'occurrence, c'est des matières à base de carbone, donc des polymères ajoutés au carbone. En l'occurrence, ça a été des polymères typiquement comme du PET carbone, du polycarbonate, qui sont utilisés, privilégiés en tout cas, pour cet emploi-là. Je vais faire vite. Les musées, Oui, d'art. tout à fait, Loïc. C'est vrai que c'est intéressant de voir effectivement les différentes applications. Alors, je sais que chez Volumique, vous avez fait le choix d'une gamme assez restreinte de machines, de manière à pouvoir proposer une gamme explicite. Enfin, c'est assez explicite. Alors, peut-être que tu pourrais revenir sur la manière aujourd'hui dont vous proposez vos machines. Quels sont un peu les différents types de machines que vous proposez? Alors, il y a aujourd'hui, on va dire, deux gammes distinctes. La gamme MK2, Stream MK2, et la gamme Ultra. La gamme Ultra, on va le voir, elle se décline en deux versions. La gamme MK2, c'est maintenant, on peut le dire, c'est notre gamme historique. C'est notre deuxième génération de machines.
c'est une gamme qui est forte de tout ce qu'elle propose, qui est extrêmement fiable déjà, puisque c'est un matériel qui est totalement éprouvé, qui a plus de 3 ans d'existence, qui a évolué avec le temps. On a maintenant l'écran couleur tactile, on a des fonctionnalités supplémentaires, on a du double axage de chaque côté, on a un plateau, une nouvelle caractérisation plateau, ce qui le rend encore plus précis. On a revu des courroies, on a revu l'alimentation, la carte mère, enfin voilà. Là, aujourd'hui, on a une imprimante qui est déjà très polyvalente, qui va imprimer plus de 40 matières. Donc, un petit peu toutes celles que je vous ai citées depuis les débuts, excepté des extrêmes comme le pic, le pec, le pomme ou l'ultème, qui, elles, sont des matières, généralement, on va avoir besoin d'une machine un peu plus costaud en termes de chauffe ou en termes de dépose ou de revêtement on va pouvoir mettre dessus, et donc de chauffe extrudeur et de chauffe plateau. Donc ça, c'est la gamme MK2. Elle est déclinée en plusieurs versions. Le modèle 20, qui est le plus petit, c'est-à-dire 20 cm par 20 par 24 en hauteur, en volume d'impression utile, et un modèle un peu plus grand, c'est le format feuille A4, 30 cm par 20 et 30 en hauteur aussi. On l'a en mono-extrudeur, donc un seul extrudeur, et en dual extrudeur. Voilà, 20 et 30 également. Donc après, c'est un peu au choix du client. Nous, on le voit, hein, la tendance quand même se privilégie vers la mono, surtout vers les industriels, puisque on a une réactivité qui est plus forte, on a un extrudeur qui est plus léger, ce qui va permettre de mieux gérer les inerties, l'inertie accélération-vitesse, accélération-décélération. Donc, c'est plus dans un emploi, nous on le voit, hein, parce que nos machines sont aussi évolutives. On peut très bien faire passer une dual à une mono, ou si quelqu'un avait une MK1, donc l'ancienne génération, de la faire upgrader en MK2 et de reprendre un an de garantie au passage. Voilà, déjà, on ne bride pas nos imprimantes, mais surtout, on est dans un process qui est plutôt de j'achète, je consomme, je mets à jour, et du coup, je peux continuer à faire perdurer mon matériel. Ce n'est pas de racheter une nouvelle machine. Donc voilà, tout ça c'est la gamme MK2, et on a voilà, un tarif de lancement entre, si j'arrondis, entre 3 000 et 4 000 euros en fonction des modèles que je vous ai cités. Maintenant, la nouvelle gamme, celle qui a à peu près 1 an d'existence maintenant, de commercialisation, c'est aujourd'hui la plus vendue. Hein. Là maintenant, c'est quasiment 80% des demandes sont tournées vers la Ultra, la Stream Ultra. Alors, je vais rentrer dans les grandes lignes. C'est une machine qui est faite pour dépoter, qui est faite pour imprimer vraiment vite. La MK2 à côté, c'est un peu comme les standards du marché. On a une imprimante, voilà, on sait qu'elle est très précise quand même. Hein. La MK2, c'est 6 microns de précision de déplacement. Là, la Ultra, on met une strato dessus, c'est 1 micron sur Z et 15 microns XY. Ce qui veut dire que déjà, on a une répétabilité qui est de déplacement qui est plus forte que sur la MK2. Je vous prends un exemple. Vous imprimez la même pièce sur les deux machines, les deux modèles. Déjà, vous allez l'imprimer plus vite sur la Ultra, 2 à 3 fois plus vite, réellement. Et vous allez l'imprimer dans des finitions plus fortes, où on va avoir un état de surface plus smooth et qui sera plus agréable au toucher et à l'œil humain. La Ultra, c'est aussi un bon nombre de matières supplémentaires. D'ailleurs, même aujourd'hui, on n'a aucun polymère dans la technologie du FDM qui ne s'imprime pas sur la Ultra. On n'a pas regardé dans le détail de nos confrères, mais a priori, on est un des seuls au monde à proposer une machine aussi polyvalente. Donc là, on intègre toute la famille des biodégradables, recyclables, chargés, fibrés et les extrêmes. L'extrudeur monte jusqu'à 420 degrés, ce qui est très fort, et le plateau jusqu'à 150 contre 100 degrés sur la MK2. Et c'était 320 pour la tête sur la MK2. Donc, c'est d'accueillir les nouvelles matières plus techniques. On a un système de guidage qui a été totalement métamorphosé, la carte mère également. On a les grandes lignes en soi de la MK2, puisqu'il y a des choses qui marchaient très bien. Mais par contre, on est sur des axes de 10 mm contre 8 avant. On a du triple axage sur l'axe X. On a une carte mère d'architecture 32 bits. On a un écran plus grand et aussi des fonctionnalités plus accrues, et également pour éviter certaines erreurs humaines. Donc, c'est une machine qui est faite, si vous voulez, la MK2, on la gardera un petit peu plus pour le côté prototype, outillage, pièces sur mesure, un peu plus unitaire, alors que la Ultra, on va plus dépoter avec.
et donc une entrée de gamme à 5 000 euros. Là maintenant, c'est la dernière génération de nos machines. C'est la Stream Ultra édition Supercharge. C'est une édition, ce n'est pas une nouvelle génération. Elle a, en termes de fonctionnalité, elle a les mêmes choses que ce que propose la Ultra classique, vitesse, précision, matériaux. Par contre, c'est une édition. C'est une édition qui va aller au-delà des attentes de ce que voulaient nos clients. On a fait, comme on le fait en fait sur chacune des sorties de machines, c'est d'avoir toujours un beau feedback client partenaire sur l'évolution de nos produits. Ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur de savoir déjà est-ce qu'on va dans le bon sens du marché, mais surtout de se dire qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui manque à la machine. Aujourd'hui, on a vu que la précision, la vitesse, ça vous plaisait bien. On a vu que toutes les matières qu'on imprime, c'est difficile de faire mieux. Par contre, maintenant, c'est au niveau ergonomie utilisateur, autonomie machine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça reste une machine-outil, mais qui en même temps, cette machine-outil soit plus intelligente. Alors, on va avoir un bon nombre de fonctionnalités en plus. Je vous en cite quelques-uns. Ça va être de la maintenance préventive, comme pour une voiture en soi. Elle va vous dire, voilà, il y a telle chose qu'il faudrait peut-être réviser, au bout d'un an, lubrifier les axes, les tensions de courroie, etc. C'est des petits détails, mais qui font qu'on anticipe déjà des pannes. On va avoir un serveur d'impression intégré nativement. C'est un serveur volumique. On a également un système anti-overall disaster qui est, pour parler plus simplement, qui est un système de détection de pièces qui se décollent de l'impression. On va avoir de la mise en veille prolongée. S'il y a des coupures d'électricité, elle reprend l'impression après. On va avoir de la programmation d'impression. Ça, c'est des choses, dans des sociétés, c'est obligatoire d'ailleurs. Enfin, c'est obligatoire. Aujourd'hui, ils mettent ce qu'on mettait avant sur les machines à laver, c'est-à-dire un petit timer qui, au bout des heures creuses et des heures pas creuses, s'actionnait ou pas. Là, c'est un peu la même façon, c'est-à-dire que des sociétés, des industriels ont par exemple l'interdiction d'imprimer le soir, sauf que le lendemain, ils ne sont pas là. Mais c'est les seuls à être habilités à imprimer, à utiliser l'imprimante. Donc, ils préparent le soir, avant de partir du boulot, et à partir de 8 heures du matin, il y a quelqu'un au bureau, donc l'imprimante se lance toute seule. Voilà, c'est des petites choses en plus. Capteur optique, on part sur un matériel plus complet et plus qualitatif, et on s'adapte aux demandes clients. Voilà, et après un double entraîneur de filaments, on peut même manger des filaments de mauvaise qualité, si j'ose dire. L'extrudeur l'acceptera. Et petite précision tout de même, pardon, je reviens. En janvier dernier, on est parti à Las Vegas, au CES, donc c'est pour situer les choses, c'est le plus grand salon de l'innovation mondiale, où toutes les startups les plus innovantes sont réunies. On a exposé là-bas. Donc déjà exposé, c'est quand même voilà, ça se fait pas comme ça. Il faut quand même avoir un produit qui sort de l'ordinaire à montrer. Et on a aussi récolté deux awards qui sont une belle fierté pour notre société, puisqu'on est français et on se bat au quotidien pour notre côté Made in France, auquel on a peut-être des tarifs un peu plus onéreux que d'autres. Mais aujourd'hui, on est très fiers de se dire on a une reconnaissance mondiale sur le produit que l'on propose, outre la reconnaissance client et partenaire. Je vais aller très vite sur les… Je n'ai pas vu l'heure passer. Les workstations, c'est donc des meubles de travail. On a développé ça l'année dernière et ça sert à avoir un matériel, avoir une imprimante qui soit totalement stabilisée. On s'aperçoit souvent que des clients n'ont pas forcément la table adéquate, n'ont pas forcément le support nécessaire. Là, aujourd'hui, c'est d'avoir un meuble de travail. Ce n'est pas juste de dire on pose l'imprimante dessus. Non, non. C'est l'opérateur. Déjà, il a la machine à hauteur d'homme et il va avoir des compartiments, divers compartiments, comme le premier qui est un tiroir. On va pouvoir ranger nos outils. Il y a un compartiment à déchets. Le compartiment en dessous, la porte que l'on voit, c'est un compartiment anti-UV, anti-humidité. Donc, de stocker des bobines ouvertes, par exemple. Souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire de mes bobines? Ah mince, elles ont repris l'humidité. Donc, tiens, je vais investir dans un déshumidificateur. Sauf qu'au final, je ne peux mettre qu'une bobine dedans. Donc, il faudrait que j'achète plusieurs déshumidificateurs si j'imprime plusieurs bobines. Bon, ça devient contraignant au bout d'un certain nombre de
d'impression, de type d'impression qu'on veut faire. Donc, ce meuble de travail a plein de fonctionnalités. Dans le détail, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Au niveau de la filtration active, on a aujourd'hui donc pour les imprimantes, jusqu'à présent, vous les avez vus nus, donc sans filtration au-dessus, ce qui est en option puisque ce n'est pas le besoin de tous nos clients et on ne veut pas qu'ils soient impactés par un coût d'achat supplémentaire. Donc, c'est en option. La filtration, pour rester très sommaire, c'est avant tout de filtrer toutes les particules qui sortent. Aujourd'hui, on a été conseillé par l'IRSN, des CEA, qui nous ont dit OK, le HEPA, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas tout. Après, il y a plusieurs grades aussi de HEPA. Et ils nous ont dit voilà ce que nous on utilise, c'est du ABEC, filtre à charbon actif. Essayez, vous allez voir, vous allez l'adopter. Bon, depuis qu'on a essayé, alors c'est sûr, ça coûte un peu plus cher, mais on a des clients qui approuvent au niveau sanitaire chez eux les machines parce qu'on a ça. Certains types de filtres HEPA ne sont pas validés. Après, c'est aussi d'isoler l'imprimante, qu'elle puisse mieux gérer les températures, tout ce qui est fluctuation extérieure. Elle sera moins contrainte à cela. Donc, c'est surtout quand on va imprimer à des qualités de microns. Là, je fais des couches de 25 microns, j'ai une buse de 0,15 mm, je veux faire de la gravure, je veux faire une bague ou je veux faire des filtres, des choses comme ça. Bien sûr que mes tolérances d'impression vont varier en fonction de la fluctuation d'air ou de température extérieure. Donc, le fait de fermer totalement une imprimante, de la rendre presque hermétique en soi, va privilégier l'impression. Alors, je vais essayer de faire… oui, du coup, Loïc, oui, j'ai posé la question parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de rencontrer de nombreux acteurs sur les salons, que ce soit le 3D Print, le salon de l'industrie et bien d'autres. Et c'est vrai que cette année, on en a été privé. Et comme à chaque invité, je pose la même question. Est-ce que tu as effectivement des actualités à nous partager? Et puis, voire même, si tu as peut-être des exclusivités, des choses, des nouveautés qui vont arriver, de manière à ce que voilà, on puisse en savoir un peu plus. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, en termes d'actualité, c'est vrai que de ne pas avoir de salon, nous, c'est les seules choses qu'on fait de l'année. Hein. C'est les salons. Hein. On va dire, en tant que fabricant, là, à la société, on n'est pas une grande, on n'est pas beaucoup de personnes à pouvoir partir en salon. Généralement, c'est vrai que c'est des partenaires qui se proposent de nous représenter. Là, on ne peut même plus faire ça en ce moment. Donc, on fait des lives et on présente également chacun notre métier, ce que l'on fait. Alors, au niveau des matières, parce que c'est bien beau d'en avoir 50, de vous les avoir présentés, mais ça n'arrête pas le développement. Bien entendu, de notre côté, on est sur les machines, le développement des machines, mais c'est important quand même de pouvoir avoir un bon recul sur le besoin client et sur ce qui va arriver sur le marché. On est en contact permanent avec une dizaine de fournisseurs mondiaux, pour la plupart français et européens, sur des matières plus techniques, des matières différenciantes. Typiquement, on a des développements en cours sur des filaments plus transparents que translucides. Jusqu'à présent, sur le FDM, on avait du translucide. L'exemple du PET, voilà, on n'avait pas ça, hein, mais on s'en approchait un petit peu. Là, aujourd'hui, on a des matières, donc c'est de l'acétate de cellulose, du glace aussi, qui sont des matières plus transparentes que translucides. Donc, on pourrait très bien faire des gobelets, des choses comme ça, voire plus à travers. On a fait les tests sur des protos qu'on a reçus. On peut mettre son doigt à travers la paroi et on voit les stries de son doigt, ce qui sur du translucide ne se fait pas. On a de nouvelles matières, typiquement un peu plus peut-être écolo, des matières à base d'algues. Ça, c'est des choses qui avant n'existaient pas. Après, bon, l'utilisation, moi-même, je n'ai pas assez de recul, donc je préfère pas m'avancer dessus. De nouvelles types de matières extrêmes. On a connu le PIC. Aujourd'hui, on a le PEC. Le PEC, c'est un dérivé, donc c'est à l'inverse du PIC, PEEK. Aujourd'hui, on a du PEKK, donc le PEC, qui est une matière plus stable que le PIC pur et qui va avoir les mêmes caractéristiques techniques, mécaniquement résistant et température que le PIC pur. La seule chose, c'est qu'il n'est pas normé au implant.
Donc, on ne peut pas s'en servir pour le médical à cet usage-là. Par contre, dans l'aéronautique, l'aérospatiale, c'est une matière qui plaît énormément. Donc ça, dans les nouveautés du PEC, on en voit déjà, mais il y a de nouvelles formulations de PEC qui vont arriver. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a aussi un nouveau flexible qui vient à peine d'arriver, qui est du flexible. Allez, on n'est pas loin d'un pneu, d'une dureté de pneu. On est sur du 83D en termes de short pour ceux qui connaissent, ce qui veut dire que c'est très dur, c'est un flexible dur. Par contre, il va résister jusqu'à 160 degrés. Voilà, pour du flexible, ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc voilà, c'est plein de petites matières qui vont arriver. Sur l'actualité récente, on a eu la chance de pouvoir exposer à l'Élysée. En janvier dernier, nos machines sont parties à l'Élysée lors de la grande exposition du fabriqué en France. On a fait partie des 101 entreprises de tout secteur confondu. C'était une sorte de concours. C'est pas de montrer les nouvelles technologies, c'est de montrer le savoir-faire français. Donc, il y avait un peu tout en concurrence. Il y avait la moutarde de Dijon, le béret basque, la nouvelle Peugeot 3008, voilà, les stylos Bic, c'était plein de choses comme ça. Rien à voir, les casques de pompiers, il y avait ça là-bas aussi. Et nous, on était les seuls sur la fabrication additive, mais c'est une grande fierté d'aller à l'Élysée, d'avoir cette reconnaissance nationale de savoir-faire. Nous, alors, pour postuler, déjà, il faut être fabricant français. Il faut faire travailler des sociétés françaises. Nous, on fait travailler des sociétés à Toulouse et on fait travailler des sociétés à Nice pour nous équiper en matière première pour les machines. Et ça, voilà, c'est une grande fierté. On a eu la chance de rencontrer le président de la République aussi, d'échanger alors très, très, très rapidement par contre, mais d'échanger parce que c'est vrai que ça interpelle quand même les couleurs vertes et je pense une imprimante 3D, et d'échanger un peu sur ce que l'on a besoin et on voit que ça commence à se concrétiser. Malgré le Covid, il y a plein de choses qui se font. Voilà, que l'on ne voit pas forcément encore, mais qui se préparent. Donc, on en reparlera, je pense, très rapidement. Autre nouveauté, actualité, alors ça s'est fait, il y a eu beaucoup de discussions en fin d'année dernière et ça s'est finalisé en janvier. C'est un partenariat avec l'Institut méditerranéen du risque et de l'environnement et du développement durable. C'est long à dire, l'IMRED, basé sur Nice, donc ils sont juste à côté de nous. Très simplement, ils ont beaucoup d'équipements qui leur servent à mesurer, à faire des mesures, à faire de la production. Ils ont énormément de technologies différentes. Ils ont même comme souhait, comme projet, il y a énormément de projets, de faire une maison connectée, totalement connectée. La voiture, elle rentre tout seule, elle va se garer, c'est très domotique. Sur la fabrication additive, on fait partie des seuls à être présents chez eux, donc qui sont équipés pour l'instant, 2 machines de chez nous. Et c'est d'avoir un projet éco-responsable, un projet sur le développement durable, donc qui va être au travers notamment des matières et de ce que l'imprimante 3D va pouvoir apporter pour de la production rapide, des petites pièces, des ensembles. Et nous, ça va nous permettre également d'aller un peu plus loin dans la démarche des matériaux. Parce que quand on voit les fabricants, les fournisseurs de matières premières, ils n'ont pas forcément des fiches techniques extrêmement détaillées. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des normes, il y a des certifications, mais nos clients sont de plus en plus exigeants, vous êtes de plus en plus exigeants, vous avez besoin, comme l'exemple de CNRS que je vous ai cité, de savoir l'élongation à la variation de température de cette matière-là, allez la chercher. Voilà. Donc, c'est avec les outils qu'ils ont, et avec, donc c'est aussi un projet européen, c'est aussi financé par l'Europe, c'est de pouvoir faire des tests, des essais sur des matières et pourquoi pas aller un peu plus loin dans la découverte et dans le cahier des charges que nous demandent nos clients, et donc d'y répondre avec des données un peu plus pointilleuses. Voilà, donc on entame un partenariat avec l'IMRED, qui est encore tout frais. Leur bâtiment d'ailleurs aussi est tout frais vu qu'il vient d'être inauguré par la ministre, mais derrière, c'est courant 2020, on va avoir déjà de premiers retours là-dessus et on sera très, très heureux de vous en faire part.
Du coup, Loïc, on te recevait aussi il y a quelques temps en arrière sur justement, bah, tiens, bah, parfait, tu vas l'évoquer, sur le contexte particulier, le contexte sanitaire particulier. On t'avait, alors tu étais en pleine réalisation de projet, notamment pour un laboratoire qui réalise des tests. Aujourd'hui, qu'en est-il voilà, de ce travail de production? Est-ce que c'est encore d'actualité? Et voilà, qu'est-ce qui se passe justement entre l'impression 3D et l'organisation sanitaire? Alors, ça a bien évolué en 5 semaines. Euh, on a commencé à répondre aux besoins sanitaires il y a 5 semaines. Quand on a, entre guillemets, fermé, on nous a quasiment de suite contactés. Alors, il faut prendre en considération qu'on a un avant et un après. L'avant, c'est ce qu'on vit en ce moment, où c'est tout ce qu'on va produire pour le sanitaire, actuellement nécessaire, indispensable, mais aussi tout ce qui va arriver après ça. Il y a aussi une considération derrière la 3D qui va être différente. On va peut-être réaliser des choses qui nous sont plus utiles, ou alors peut-être éviter de gaspiller, de faire du déchet sur des choses qu'on pourrait faire, alors peut-être en impression 3D ou en d'autres technologies. Pour revenir à ces projets-là, donc il y a eu effectivement avec les laboratoires, alors je crois que c'est la slide d'après, oui c'est ça, c'est avec les laboratoires Serbe Alliance, donc qui font partie des plus grands groupes, voilà, c'est le plus grand groupe de France de laboratoires présents, nous avaient contactés et nous ont dit voilà, on a des tests de dépistage à faire, hein, on nous en demande de plus en plus, les machines sont capables d'y répondre, mais il nous manque du matériel. Et là, en l'occurrence, c'est des petites cupules. Les petites cupules, c'est des petits contenants, c'est tout petit, hein, ça fait 2 cm sur 1, où on met le réactif et on met le prélèvement du patient dedans. Et après, la machine, l'automate, va faire le travail d'analyser tout ça. Il y a une pénurie mondiale là-dessus. Les 4 fournisseurs mondiaux ne sont pas capables, n'étaient pas capables de produire pour tout le monde. C'est bien normal. Comme tout industriel, on n'a pas été préparé à ça. Ce qui fait qu'on a validé un concept, un procédé en très très peu de temps, c'est-à-dire en 72 heures. Presque montre en main. On est parti de rien, ils nous ont envoyé des plans, on a fait des croquis, on a fait des modélisations 3D, on a fait de l'optimisation, on a testé ça sur des kits. Donc là, ce que vous voyez à gauche en petit dans l'image, petit en bas, c'est des kits. Là, c'est les kits qui vont sur la machine. Faut faire les tests dimensionnels, il faut répondre au cahier des charges. Alors, c'est pas juste de se dire, voilà, il faut que la qualité soit à 2-3 centièmes de tolérance. Non, c'est aussi, faut que ce soit étanche, faut qu'on puisse, faut que ce soit aseptisé. Enfin, c'est très, très contraignant. Là, pour vous dire, bon, alors là, je les garde parce que voilà, je vais vous montrer d'autres objets après, je garde les gants. Mais sinon, quand on était sur ce projet-là, H24, là, actuellement, c'est plus ralenti. Il y a l'injection plastique qui commence à se remettre à flot. Mais quand on était H24 dessus, c'est Charlotte, masque, gants, blouse obligatoire, salle dédiée, personne ne rentre. C'est nettoyé tous les jours. Les machines sont nettoyées. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, on n'a pas l'habitude, mais on s'adapte. Et on a été les seuls en France à avoir eu cette autorisation des fournisseurs, du fabricant, parce que le fabricant des petites cupules, si on le remodélise, on l'imprime, c'est illégal. Donc on a été très fiers parce qu'on ne pensait pas que ça allait être possible. Et là, on en a imprimé, pour vous dire, c'est plusieurs dizaines de milliers de cupules, sachant qu'il en faut 2 pour dépister un patient. D'une certaine façon, quand on a fait ça au début et on ne faisait rien d'autre, on ne vendait pas de matière première, on ne vendait pas de machine, il n'y avait pas de production, on s'est dit, voilà, au moins on se rend utile, un peu comme tout le monde. L'impression 3D peut aider dans ces cas de figure. Je me suis un petit peu étendu, désolé Florian. Donc après, il y C'est a eu. responsable du timing. Ouais, je sais, désolé. J'essaie de faire vite pour terminer. Alors pour vous montrer, on est sur plusieurs projets. Là, on parle vraiment de l'actualité. Des visières. Alors vous avez dû en voir X types sur Internet. Là aujourd'hui, on est sur une visière qui part pour les CHU, qui part pour les médecins et les chirurgiens pour les blocs opératoires. C'est une demande assez forte que l'on a. Il y a aussi des visières un peu plus light. Ça, pour vous dire, en soi, nous, bien sûr, on a un parc machine interne, donc ce qui nous permet de pouvoir produire
d'habitude des pièces pour imprimer sur nos machines, mais qui là ont été nettoyées, astiquées, on change les buses, on change tout pour pouvoir les dédier aux sanitaires. Parce que ce n'est pas juste de se dire je choisis une matière et j'imprime. Non, il y a tout un protocole. Si on veut respecter, si on veut rentrer dans des strates peut-être un peu plus pointues de ce que demande le sanitaire, typiquement les chirurgiens, c'est pas juste, voilà, j'imprime en PET parce que je sais que c'est agri-contact alimentaire. Non, il faut que le conduit d'extrusion soit totalement nettoyé. Il faut un procédé d'extrusion qui soit totalement vérifié, contrôlé. Faut porter des gants, des masques. Faut rendre aseptiser le matériel. Et donc, ça devient vite contraignant. Et après, un autre projet, vous avez certainement dû en entendre parler à la télé, on le voit pas mal passer, c'est les petits valves pour les respirateurs artificiels qui ont été adaptés aux masques de Decathlon. On voit qu'il y a une demande également, un peu moins forte que les visières, mais qui est importante. Et toutes ces choses-là sont essentielles. C'est des besoins d'urgence. Il n'y a pas ces pièces-là. On fait avec les moyens du bord. C'est du système D. Hein, on n'est pas dans quelque chose. Les cupules, bon, il y a eu un peu plus de choses qui sont mises en place et on a respecté des protocoles très, très stricts. Mais là, quand on voit les autres projets, des visières, des masques, c'est plus du système D. Là, l'impression 3D, nous, notre avantage que l'on a, c'est de pouvoir répondre à l'urgence. C'est de se dire, en quelques heures, en quelques jours, je suis capable de créer des objets. Et des objets qui vont servir, qui vont peut-être potentiellement sauver des vies. Oui, tout à fait, Je pense qu'on effectivement. est… Et on voit que là, on bascule aussi vers d'autres utilisations, à la fois pour répondre à la pénurie, mais aussi pour se préparer à la reprise d'activité. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux et parmi nos clients qui, du coup, reprennent l'activité et utilisent l'impression 3D aussi pour préparer tout ça. Voilà, comme tu l'évoquais, des poignées de porte et tout ce qui pourrait être nécessaire pour reprendre correctement l'activité en toute sécurité. En tout Ouais. cas, merci Loïc pour cette présentation. Ça nous a permis, je pense, de mieux connaître l'entreprise Volume 3D et de voir comment voilà, vous développez votre activité et quelle offre de machines vous proposez ainsi que vos valeurs. Du coup, merci pour ce temps-là. Je vous propose de préparer vos questions.